ferme polyculture élevage. Donc il y a une partie qui est en élevage en caprin. Culture, c'est 150 hectares de culture. Donc blé, orge, métaille, maïs, tournesol, colza, pois de printemps. Je pense que j'ai fait le tour. Et les poutres. L'exploitation se situe ici là, sur la ferme de Cluy. On a une centaine d'hectares. Principalement élevage, avec 60 mères vaches à véler. Et donc un deuxième site sur Ardente, 120 hectares, plutôt céréaliers. Je recherchais sur internet au niveau vie de la terre, tout ça, produire autrement. Et puis je suis tombé sur Sobac, comme ça je vous ai dit tout à l'heure. Et puis oui, j'ai lu ce que les SF, j'ai vu les témoignages, donc je suis tombé vraiment sur le site, quoi. Et puis j'ai dit pourquoi pas essayer, donc voilà, on a essayé. J'ai connu le Sobac par le fait de mon père qui a pris contact au salon de l'élevage à Cournon. On a fait, je sais plus, une dizaine d'hectares la première année. Puis je crois que l'année d'après, mon père a passé toute la ferme, le site de Cluy. Donc moi je me suis mis à Ardente parce que c'était deux choses distinctes. Moi je me suis réinstallé à la suite de mon père en 2007. Mais sinon là-bas à Ardente en 2005 ou 2006. 2006 peut-être, j'avais fait 3 ans là. Donc j'ai fait un essai sur des céréales. J'étais un agriculteur intensif, mais intensif d'intensif, c'est-à-dire dose maxi d'engrais, dose maxi de produits de traitement. Pour traiter plus, 3 fongicides, herbicides à 100%, enfin bon, vraiment à l'extrême. Vraiment à l'extrême. Et puis je m'étais aperçu au fil des années en tant qu'entrepreneur, puisque je faisais 450 hectares de tournesol, avec les micros insecticides, anti-limaces, je m'étais aperçu qu'au niveau de la terre, il y avait quelque chose qui se passait, on détruisait tout. Aussi bien les vers de terre, les mauvais insectes, bien entendu, mais les bons aussi. Donc ça m'avait interrogé. Et je m'étais aperçu aussi sur le domaine, ce qui m'avait frappé le plus, c'est que on faisait du maïs. Et on avait commencé le maïs en 1968. Les premières années, on n'avait aucun problème d'érosion. Et puis 10 ans après, à partir d'une dizaine d'années après, l'érosion est apparue, puisqu'on est sur des terres vallonnées, sableuses, pas d'argile. Et puis là, ça devenait la catastrophe. On est arrivé certaines années où il y avait des orages l'été, où on retrouvait simplement le rocher. Toute ma terre descendait dans le bas de champ. Et ça, je ne pouvais plus l'accepter. Dans l'élevage, on a eu une bonne ambiance du bâtiment, moins d'ammoniac, des bons résultats, donc encourageants. Du fumier qui n'était plus le même que ce qu'on avait avant, qui collait plus, voilà, et puis qui était intéressant parce que on en mettait moins à l'hectare. Donc ça c'est super intéressant parce qu'on en fume plus grand. Donc ça c'est positif, quoi. On est parti dans cette voie-là. Bon, je veux dire, on y était prudemment, lentement, mais sûrement, quoi. Je mettais une petite couche de bactériolite tous les 8 jours. Aujourd'hui j'en mets plus que 2 fois. J'en mets une fois avant de pailler, ou juste après le curage. Et puis après, 8 jours avant d'écurer. Vous voyez l'effet sur l'ammoniac peut-être ou... De toute façon, on voit bien nos veaux, ils sont beaucoup plus couchés et tout. Ils portent mieux. Moi là, je sais pas, mais là j'avais... C'était 80% de mes veaux avec un gros nombril. Là, j'en ai 33 de nez. J'en ai piqué 2. Et nous, on a commencé tout de suite, quand on a eu les chèvres, on a commencé tout de suite avec le métail. Donc j'ai un nutritionniste, j'ai un nutritionniste qui vient pour l'alimentation des chèvres. Donc le métail, c'est quelque chose de très bien pour l'alimentation. Nos chèvres réagissent très bien, on a un très bon taux de fertilité. Si notre ration ne serait pas bonne, on n'aurait pas un beau taux de fertilité qu'à 95%. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est top, quoi. Au mois de septembre de l'année qui a suivi, donc de 2004,
les 10 hectares qu'on avait fait le bactériosol, on a vu les premiers résultats. C'est-à-dire qu'on avait fait ces essais-là sur des parcelles où on avait semé de la luzerne qui avait déjà, qui était de 98 ou 99. Donc la luzerne, il y avait des endroits où il n'y en avait plus, elle ne poussait plus, sur des endroits rocheux. Et là, au mois de septembre, après une période de sécheresse, la luzerne était réapparue, chose extraordinaire. Donc sur nos sols, eh bien, on a vu la structure de sol, oui, dans certaines terres qui s'améliorait, qui était beaucoup plus souple, parce que même quand c'est des limons battants, enfin, ça se prenait en masse, si vous aimez mieux, c'était compacté, quoi. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que la structure était beaucoup plus légère, ça se travaillait mieux, on travaillait beaucoup plus vite, on a vu les vers des terres se développer. Eh bien là, l'amélioration de la structure du sol, c'est phénoménal. Hein. Puis après, au niveau coût aussi, hein, parce qu'au niveau des coûts de l'engrais, nous on est dans les terrains acides, donc on est obligé d'apporter du calcaire. Sur des sables, des argiles, des limons? À Ardentes, c'est argilo-limoneux. Et puis ici, on est sur du sable. On est sur des terres granitiques. Une parcelle qui n'est pas drainée, qui est très très humide. Et au bout de 4 ans, j'arrive à y prendre mes engrais au mois de mars sans faire de frayer. Et ça, c'est impressionnant ça. Sans faire de frayer, c'est-à-dire sans faire de traces de... Pas sans faire de traces, sans défoncer le sol, quoi. Et au mois de mars. Et pourtant, on a passé au mois de mars, c'était quand même humide, on est passé au mois de mars. Et ça, là, c'est le top parce que dans cette parcelle-là, les premières années, j'ai foncé 20 cm, hein, c'était à la bourse, j'ai foncé, quoi. Et donc, j'avais pas insisté. Deuxième année, j'ai essayé de faire plus tard parce que ça n'avait pas marché l'année d'avant. Et puis là, le hasard a fait que je vais réessayer. Et je suis passé. Et là, Nicolas me dit, c'est pas vrai que tu es passé prendre de l'engrais au mois de mars dans cette parcelle-là. J'ai dit, si, regarde. Et là, on a pu constater qu'il se passait quelque chose, quoi. Nous, on a des pentes. Hein. Et dans nos pentes, d'habitude, quand on labourait, l'effet de la pente, on essaie toujours de rejeter vers le haut. L'effet de la pente faisait que quand c'était des prairies, avec l'histoire des racines, la lauche retombait dans l'ornière. Et là, aujourd'hui, ça la tourne toute seule. Là, c'est vraiment phénoménal, ça. C'est que dans une parcelle de 5 ans, moi je voulais décompacter cette parcelle-là et on m'a dit non, c'est plus la peine et on a pu consulter par soi-même qu'on n'avait pas besoin de décompacter parce que les horizons, ils se travaillaient, enfin, c'était pas compacté du tout, il n'y avait pas besoin, c'était pas la peine d'user du gasoil, du matériel pour faire ça. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a même un travail extraordinaire, quoi, qui se fait par les vers de terre, parce qu'on a activé le sol et puis que ça fonctionne. Et puis aussi, ce qu'on a pu voir, c'est arriver à équilibrer le pH entre la surface et le pH de surface et le pH de profondeur, à 2 mètres, quoi. Et ça, voilà, c'est des choses positives. Après, quand on a vu ça, je pense que ça réconforte dans ce qu'on a fait, quoi. La luzerne, c'était simple. Hein. La luzerne, au bout de 6 ans, il n'y en avait plus. On avait beau y mettre ce qu'il fallait. La luzerne, il n'y en avait plus. Quand on labourait notre champ de luzerne, la terre elle était compactée, phénoménale. On aurait cassé les charrues. Alors qu'aujourd'hui, on ne met plus de potasse ni rien du tout. On n'apporte que du bactério, soit par fumier, soit en sol. Et là, par contre, on a des luzernes. Moi, je laboure des luzernes qui ont 10-12 ans. Et il y a toujours de la luzerne. Alors qu'avant, il y a longtemps qu'elle serait partie. Après, au niveau rendement, on a réduit nos doses d'azote, quand même, que c'est important, parce que ça fait moins d'intrants à acheter. Donc, de combien, vous diriez? Bon, les premières années, on a réduit de 30 unités, après on est passé à 50, et puis là, on est resté là, quoi. On ferait peut-être aller voir plus loin, approfondir, mais on a réduit de 50 unités, ce qui est pas mal. Moi, sur du colza en 2012, on a fait, non, 2011. 2012, on a fait une moyenne de 44 quintaux en colza avec 130 unités d'azote, quoi. Donc au prix qui était cette année-là, je veux dire, c'était une bonne marge, quoi, je veux dire. J'ai pas eu aucune perte de rendement. Ce qu'il y a eu, mon colza, je le vends, enfin je revendais une partie que je stockais, donc là après j'essayais d'avoir le plus d'huile et tout ça, et là par contre là on a trouvé un gros point
L'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus d'huile avec ce système-là. Et après, au niveau des protéines, un petit peu aussi au niveau des céréales, les protéines elles sont meilleures. Donc tu dirais quoi sur le colza, quoi? Un point d'huile en plus, un point de mie? Largement 1,5 points. Sur mes essais que moi j'ai fait, puisque à Ardentes, je suis parti sur 20 hectares sur les 120. Et j'ai gardé ça jusqu'à il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je suis tout bactérieux. Bon, maintenant, moi, je travaille de moins en moins, mais je m'aperçois quand même que dans les parcelles, le trèfle est là, la luzerne est là, sans aucun problème, donc on n'a pas appauvri. On m'avait toujours dit que si on ne mettait pas 300 unités de potasse pour faire une luzerne, on épuisait le sol, la luzerne ne poussait pas. Aujourd'hui, sans aucune unité de potasse, on a les mêmes rendements. Et c'est à même, les gens peuvent venir voir. La ferme, elle a été ouverte, elle est ouverte à tout le monde, hein. Les gens peuvent venir voir de même. Parce que quand j'ai essayé ça, on m'a dit que j'allais vider le congélateur, enfin vider les réserves. On a fait des analyses, les cultures se portent bien. Non, j'ai pas l'impression que... Non, pas du tout, pas du tout. Et puis on a quand même cherché à savoir, à la récolte 2013, qui était une année quand même très très humide, donc pas beaucoup de PS, pas beaucoup de protéines, et sur cette parcelle-là, j'étais à 79 de PS, sur de l'Altigo quand même, qui n'est pas une variété quand même reconnue, qui est très qui ne pèse pas beaucoup en PS, et en protéines j'étais à 12. Donc j'ai le ticket, voilà, donc ça c'était plutôt encourageant aussi, quoi. Donc on s'est aperçu qu'il n'y avait plus d'érosion, donc changement de la vie microbienne du sol sans aucun problème. Donc à partir de là, quand vous avez ces résultats-là, on avait des résultats d'herbe tout à fait normales. Quand on a des périodes de sécheresse, c'est quelques jours de plus en verdure. Quand il retombe de l'eau, c'est 2-3 jours ou 8 jours de gagné vis-à-vis du système engrais. Voilà. C'est une question de vie derrière. Bon, moi, ce qui m'ennuie, c'est surtout l'aspect des produits phyto à traiter. Bon, si on peut limiter, si on met qu'un fongicide au lieu de 2, c'est tout bénef, hein. Aussi bien pour la planète que pour soi-même, parce qu'on en prend quand même plein le nez. Et puis alors, je me suis aperçu aussi au niveau ensalissement. Avec le système bactériaux, les mauvaises herbes sont beaucoup moins virulentes qu'avec des apports d'engrais. Ben aujourd'hui, nous on travaille à la marge, donc c'est vrai que c'est un produit qui est plutôt encourageant parce que on marge plus que si on achetait des NPK, et que si on met un fongicide en moins, 50 unités d'azote en moins, pas de chaux, pas de PK, je veux dire après, ça permet de mieux passer les caps difficiles, quoi. Avec au niveau de la réforme de la PAC, c'est 15% en moins. C'est quand même pas rien, donc nous on est prêt, je veux dire, parce qu'on a commencé avant, donc on est prêt à passer le cap de ça par rapport à Bactériosol. Et puis le bactériolite nous faire des économies d'engrais aussi. Parce qu'avec le troupeau, on va pouvoir fumer 30, quand on a l'effectif de 100 chèvres, on sera à peu près à 32 hectares de surface qu'on pourra fumer par an. C'est toujours ça qui sera pris et qui sera fumé et qu'on n'aura pas besoin d'apporter d'autres éléments, quoi. Moi je dis qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Bon, il faut avoir confiance, il faut avoir confiance dans la vie microbienne du sol. Si on a confiance dans ce système-là, on peut y aller sans aucun problème. On a déjà la tête qui est prête à accepter cette nouvelle façon de faire. Comme moi, c'était le but de désherber le moins possible, mettre moins de produits chimiques pour le sol, déjà pour la vie du sol, parce que faut se rendre compte qu'avec ces produits chimiques-là, M. Frébourg le dit, aussi bien le glyphosate, on est en train de tout tuer, la faune du sol et les auxiliaires, si vous aimez, on est en train de tout tuer. Donc c'est pour ça que moi, le produit Bactériosol va dans ma démarche, parce qu'au moins, on réduit les intrants. C'est pas qu'on va les supprimer tout de suite, il ne faut pas arriver, on ne va pas tout réduire parce qu'il faut laisser le temps au sol, mais on réduit. Déjà de réduire, c'est déjà important pour nous, nous-mêmes, la planète et le sol. Et nous, le sol ne nous appartient pas. On n'a pas le droit, pour nos enfants, nos petits-enfants, s'ils veulent continuer l'agriculture, si on est parti dans cette démarche de badigeonner les produits comme on a fait là, à un moment donné, on va rendre le sol stérile, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça.
Donc c'est vrai que en employant de produits chimiques, on travaille pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi je vois ça dans cette démarche-là.